2, 1, liftoff. Bienvenue sur ce nouveau épisode de Conquête de l'espace. Nous aborderons aujourd'hui la plus grande aventure que le monde du spatial ait connue, ainsi que le début de l'exploration interplanétaire robotisée et la mise en orbite terrestre d'une station spatiale. Sur ce, bon visionnage à tous. Après les 12 vols du programme Gemini, dont 10 habités et tous plus ou moins réussis, la NASA se sent prête à envoyer des astronautes sur la Lune. Grâce à leur nouveau budget, l'agence spatiale pouvait enfin commencer le programme Apollo. En 1961, lors du discours du président Kennedy, les ingénieurs ont 3 possibilités pour envoyer des hommes sur la Lune. Celle qui sera retenue devra faire atterrir une sorte de capsule sur la Lune, contrairement aux autres possibilités qui proposaient de faire atterrir une fusée entière. Mais le projet retenu nommé LOR pour Lunar Orbital Rendezvous aura mis du temps à être accepté, et n'était pas bien vu de tous, il semblait trop dangereux. Même Wernher von Braun, en charge du développement du futur lanceur, doutera lui-même de LOR avant de se rendre compte que c'est cette possibilité qui permettra de respecter l'échéance que Kennedy a donnée. Le programme Apollo va obliger la NASA à développer un lanceur bien plus puissant que ceux utilisés pour les missions Mercury et Gemini. La Mercury Redstone, qui envoya Alan Shepard, premier américain dans l'espace, ne pesait que 30 tonnes, contre les 3000 tonnes de la future fusée. Celle-ci sera nommée Saturn V. Pour permettre la construction de ce nouveau véhicule, il faut les installations en conséquence. La NASA va donc construire 3 nouveaux sites. Le premier étant le Manned Spacecraft Center à Houston, plus tard renommé Lyndon B. Johnson. Ce complexe abrite encore aujourd'hui le centre de formation des astronautes et le centre de contrôle des missions habitées. Le second, le centre de vol Marshall, où l'on teste les Saturn V, et enfin le Kennedy Space Center en Floride, qui verra décoller toutes les fusées depuis les missions Apollo jusqu'à aujourd'hui. Les lanceurs qui enverront les premiers hommes sur la Lune seront construits par des entreprises privées, comme North America ou la société Grumman. Le système de pilotage sera même développé par le MIT pour Massachusetts Institute of Technology. Ce système a été développé par une femme qui s'appelait Margaret Hamilton et son équipe, ce qui était plus que rare à cette époque. Le vaisseau Saturn V est prêt. Le module de vie dit SCM ou Service Module, le vaisseau de descente CM pour commande module et enfin le système d'alunissage, le NEM, sont tous prêts. Il ne reste plus qu'à lancer les tests. À partir de 1966, la petite sœur de l'immense vaisseau lunaire, la Saturn 1B, est mise en service. Celle-ci sera utilisée par une batterie de tests. Les tests finis, nous sommes en 1967. Apollo 1 est officiellement la 4e mission du programme Apollo, mais la première qui sera habitée. Virgil Grissom et Edward White ont déjà tous deux volé dans l'espace. Mais pour Roger Chaffee, ce sera la première fois. En janvier 1967, soit un mois avant le lancement, les astronautes effectuent un test de la capsule positionnée en haut du lanceur. La porte est fermée hermétiquement, il est donc impossible de sortir de l'intérieur. 5 heures après le début des répétitions, Roger Chaffee pousse un hurlement et Edward White annonce un feu dans l'autre cockpit. Moins de 9 secondes plus tard et sans que les astronautes n'aient eu le temps de faire quelque chose, les vapeurs toxiques et le feu avaient déjà rempli la capsule. L'équipage est retrouvé quelques minutes plus tard, mort, incendié. Le rapport d'enquête montrera qu'un fil d'unité dans la capsule sous le siège de Grissom et un court-circuit ayant produit une étincelle dans un engin rempli d'oxygène pur, le feu partit très rapidement. Une semaine après être jugé par le Sénat, la NASA n'envoya plus aucune Saturn V pendant 21 mois. Pendant ce temps, le vaisseau fut revu de fond en comble afin de déceler les moindres risques possibles à bord. Les ingénieurs remplacèrent entre autres l'oxygène pur par un mélange avec de l'azote. Après un certain temps à envoyer des sondes photographier la Lune et à se poser à sa surface, il est temps d'envoyer des hommes. À la suite des missions préparatoires telles que Apollo 7, 8, 9 et 10, vient dans la suite logique Apollo 11. Le 16 juillet 1969 envoya pour la première fois des hommes à la surface de la Lune. 4 jours plus tard, l'équipage se pose sur la Lune en laissant leur camarade Michael Collins orbiter autour d'eux. Mais lors de la descente, une alarme s'affiche annonçant un code d'erreur. Celui-ci ne sera en fait qu'une surcharge de l'ordinateur de bord qui régla lui-même le problème en priorisant les tâches à effectuer. C'est d'ailleurs Margaret Hamilton qui mit en place ce programme. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, suivi de son ami Buzz, de son vrai nom Edwin Aldrin, posa les pieds sur la Lune. La sortie durera seulement 2h30. Mais l'humanité entière a vu la réussite des Américains dans la course à la Lune. Le pari de Kennedy était tenu. Les 3 Américains furent reçus en triomphe par le monde entier à leur retour. En France, ce fut un Français sur 2 qui suivit l'événement à la télévision. À la suite d'Apollo 11 suivit la 2e mission qui fut un succès. Puis la presque désastre d'Apollo 13 et enfin les 4 dernières missions firent poser sur la Lune, entre autres, un artiste et un géologue. Dès le début des missions Apollo, la NASA se rendant compte que cela coûtait beaucoup trop cher d'envoyer des hommes sur la Lune, commence à imaginer un véhicule réutilisable. Mais pendant cette époque-là, bien d'autres événements se passèrent. Le Japon et la Chine deviennent respectivement les 4e et 5e puissances spatiales. L'URSS se penche quant à elle sur l'envoi d'une base spatiale. Et c'est sur cela que nous allons nous pencher aussi maintenant.
À la suite de la réussite des missions Apollo et la défaite des missions lunaires habitées soviétiques, l'URSS se tourne rapidement dans l'idée d'installer des satellites en orbite terrestre. Dans un premier temps, le gouvernement de l'Union est plus qu'intéressé par des bases militaires, au dépit de Korolev qui lui veut simplement essayer de mettre en pratique des vols spatiaux de longue durée, afin de construire le spatial de demain. La fusée qui enverra en orbite la première station spatiale Salyut 1 sera un Proton, véhicule déjà en service depuis 1968. C'est donc en avril 1971 que la fusée Proton s'arrache du sol et va mettre en orbite Salyut 1. Cependant, la station ne sera pas occupée avant le 11 juin 1971, lors de la mission Soyouz 11. Après l'échec de Soyouz 10, le premier équipage de la première station spatiale occupe les lieux. Mais un feu se déclenche dans la station, l'équipage parvient à le maîtriser mais le moral est au plus bas. Le 29 juin, c'est l'heure de rentrer sur Terre. Les contrôleurs ont décidé d'abréger la mission et la descente commence. Le module orbital et le module de descente ne se séparent pas correctement car tous les boulons tyrotechniques censés détacher les deux modules l'un de l'autre explosent tous en même temps, ce qui a pour effet de créer un défaut dans le système de survie, et en moins d'une minute, la capsule est vidée de son oxygène. Celle-ci se pose correctement au sol, mais c'est trop tard, les cosmonautes sont morts. Des changements radicaux sont effectués au vaisseau Soyouz pour une meilleure sécurité. De nouvelles procédures sont également mises en place pour réduire les accidents. Salyut 1, quant à elle, sera désorbitée quelques jours plus tard et viendra s'écraser dans l'atmosphère. La seconde station sera elle militaire, mais sera vite désorbitée, elle aussi à cause d'un feu à bord. En mai 1973, une autre station sera aussi désorbitée. À cette époque, le programme Apollo est déjà fini depuis un an. Il faudra attendre le mois suivant pour qu'enfin un équipage reste dans une station pendant seulement 15 jours. Salyut 4 effectue un nouveau record de durée avec des hommes restés à bord pendant 30 jours. En 1973, les USA envoyaient aussi leur première station, Skylab. En 1975, l'ESA est créée, l'agence spatiale européenne qui recueille aujourd'hui 20 États membres, a pour but de créer une nouvelle fusée européenne. Mais pas que, car le Canada fait partie de l'ESA également. Après les 7 échecs d'Europa sur les 7 lancements, les nouveaux pays membres de la toute nouvelle ESA créent ensemble l'Ariane 1. Et après quelques essais, c'est la première réussite de l'Europe dans le spatial. À cette même période, l'exploration robotique lointaine commence. Les États-Unis envoient une sonde orbitée autour de Mars en mai 1971. Un mois plus tard, l'URSS pose une sonde sur la même planète, mais 20 secondes après son atterrissage, les instruments de bord tombent en panne. La sonde n'enverra donc aucune donnée scientifique. Cependant, une autre première arrive 4 ans plus tard. Les soviétiques envoient Verina 9, une sonde qui orbita autour de Vénus et se posa même à sa surface. Elle y survécut 53 minutes, assez pour recueillir une tonne d'informations nécessaires à l'envoi d'autres sondes dans le futur. L'année suivante, les Américains posent leur sonde Viking 1 à la surface de Mars. Ce qui change par rapport aux soviétiques, c'est la durée de la mission, de plus de 6 ans, record inégalé jusqu'en 2003. Lors de cette dernière décennie, l'humanité avait franchi un pas dans l'exploration spatiale, les Américains avaient réussi leur pari, et l'homme était prêt à aller plus loin dans l'exploration et les vols de longue durée. Les États-Unis vont-ils réussir à garder la première place dans la course à l'espace? Quelle sera la suite du vol habité robotique? L'Europe sera-t-elle en capacité de concurrencer les Américains et les Soviétiques? Nous verrons tout cela dans un prochain épisode de Conquête de l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'était Tom Solo de la chaîne To The Moon, bye bye.